la parole. Vous aviez 15 minutes. Oui, alors ça avait commencé par 30, donc je suis maintenant en 15. On va faire du mieux possible. Eh bien, on vous écoute. Voilà, donc il y a différentes manières d'investir au Congo. Une autre manière qui peut être profitable et intéressante, c'est peut-être de s'intéresser à des activités ou des entreprises qui sont déjà créées, qui sont plus ou moins en développement et qui pourraient et qui ont encore besoin d'être accompagnées. Donc, depuis un an, j'ai relevé un petit peu ce challenge d'intégrer une entreprise qui s'appelle École d'énergie et qui est née en fait d'activités précédentes et qui avait été abandonnée. Donc, je vais vous présenter cette entreprise, voir ses objectifs généraux et puis on finira par effectivement programme un peu plus. Donc cette entreprise a été créée en 2013, donc vous voyez que c'est très récent. Et en fait, deux usines importantes avaient été abandonnées depuis plus de 20 ans. Une usine dans le nord du pays, à Ouesso, qui fabrique essentiellement de l'huile de palme et des produits dérivés. Et puis une usine dans le sud du pays, à Nkayi, plus précisément à Kayes, l'usine de Kayes, qui était principalement axée sur l'arachide et donc produit de l'huile d'arachide et des produits dérivés. Ces usines ont été abandonnées tout simplement parce qu'à un moment donné, l'État, avec l'avènement du pétrole, en fait, s'est posé beaucoup de questions sur la façon dont il fonctionnait. Précédemment, en fait, il rachetait toutes les productions exploitées et produites par les exploitants agricoles, même les petits exploitants. Donc, en fait, il n'avait pas de problème pour le rachat de leurs récoltes. Et puis, à un moment donné, l'État a changé les systèmes. Et puis, en fait, les producteurs se sont retrouvés avec des productions sur les bras. Et donc, petit à petit, tout s'est arrêté. Et donc, ces usines ont fini par fermer. Par convention avec l'État, donc mon PDG, M. Claude Wilfried Etoka, a signé des conventions d'État avec notamment des conventions sur des terres de cession. Donc, sur 50 000 hectares de palmeraies qui étaient également abandonnés, livrés à la nature, on va dire, et qui étaient à régénérer au nord du pays. Et puis, cette usine de Kayes dans le sud du pays. Ces usines, depuis 2013, ont été remises à niveau, modernisées. Pour la fin de l'année, on attend d'ailleurs les investissements et on attend les raffineries qui sont en train de se mettre en place aussi sur ces deux usines. Depuis, l'entreprise a commercialisé les produits, elle est sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'elle s'occupe effectivement d'essayer de capter des récoltes et puis de produire, de transformer, même de commercialiser, sous des marques qui sont la palme et Wilka, qui étaient déjà connues par les Congolais, puisque utilisées justement il y a une vingtaine d'années, donc ça rappelle au bon souvenir d'une période qui fonctionnait bien. Un chiffre d'affaires de démarrage a été réalisé sur 2016 et 2017, sachant qu'en fait aucune exportation était à l'ordre du jour à ce moment-là, et que les ouvertures sont plus prévues maintenant sur 2018 avec des chiffres d'affaires qui seront assez conséquents. Mais le premier objectif, c'était déjà d'être bien positionné sur le marché national, notamment avec l'appui de ces deux marques. Donc en fait, la stratégie elle est très claire sur le développement de cette entreprise, c'est de faire coller en fait les capacités de production du pays. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est un pays qui a toute la richesse nécessaire au niveau des terres cultivables, au niveau du climat, qui permet de faire même plusieurs cycles de production, et donc tous les atouts pour devenir un vrai pays agricole. Ça n'a pas été toujours cité, mais moi qui suis français, ma première formation d'ailleurs est une formation agricole, et j'ai toujours de la famille qui exploite de nombreuses terres dans l'est de la France. C'est pas un pays qui a une vraie culture agricole. L'image que les gens en ont, c'est cette agriculture de subsistance. Et donc, très concrètement, on dit là-bas les mamans qui cultivent sur un demi-hectare ou un hectare, qui font un peu d'arachide ou de la banane plantain ou d'autres choses comme ça, du manioc. Mais on n'entre pas effectivement dans une économie et dans une agriculture qui peut être rentable. Donc l'objectif pour nous, sur des filières bien déterminées qui sont le palmier à huile, le cacao, l'arachide, et puis les agrumes et les fruits pour la fabrication de jus, c'est véritablement d'accompagner et de favoriser l'exploitation agricole avec une rentabilité, c'est-à-dire d'amener des modèles économiques qui vont faire que sur un certain nombre d'hectares, avec un certain nombre de filières, eh bien, on va obtenir une agriculture rentable. C'est-à-dire que la vision que nous avons,
c'est qu'effectivement, comme le disait M. Savou, que j'apprécie, un certain nombre de très gros exploitants sur des dizaines de milliers d'hectares, chinois, français, espagnols, sud-africains, sont venus avec la mécanisation de chez eux, d'ailleurs, qui ferait rougir les Européens ou les Français, tellement c'est au moins, avec des satellites, GPS, etc. Mais ça ne peut pas être l'agriculture des Congolais de demain, en tout cas par étapes, c'est pas possible, c'est pas le modèle représentatif dans lequel ils vont s'inspirer. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de développer et de financer et d'appuyer une économie agricole qui sera rentable et que les Congolais vont pouvoir s'accaparer parce qu'effectivement ce pays mérite cette agriculture au travers de tous ses atouts et puis il doit absolument baisser ce déficit commercial qu'il a avec cette importation hallucinante de produits agroalimentaires de base qui pourraient être bien sûr produits sur place. C'est l'objet. Et sur quoi on s'appuie pour arriver à faire ça? On s'appuie sur le programme EcoPlus que je vais vous présenter. Je veux signaler également, parce que c'est important, il faut le signaler, c'est un pays qui est très scruté au niveau des ONG et de tout ce qui est développement durable. Donc il faut avoir à l'esprit, quand on investit aussi, d'être programmé et de se conformer à tout ça, parce que c'est quand même le Congo fait partie des pays du bassin du Congo. C'est le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie, hein, donc c'est conséquent. Et tout ça doit être pris en compte, et nous on est particulièrement de toute façon impacté avec le palmier à huile où on s'engage à faire du zéro déforestation. Voilà. Donc le programme EcoPlus, c'est un accélérateur de développement agricole. Sur le principe, je vais gagner du temps, donc contribuer tous ces éléments-là, on en a parlé, ça peut générer énormément d'emplois. Le contrat est très très simple, c'est un engagement par rapport aux filières prioritaires que nous produisons dans nos usines, dont nous avons besoin. C'est un contrat gagnant-gagnant où on dit à l'exploitant agricole, on s'engage à racheter l'intégralité de vos productions. En contrepartie, vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de conventions d'appui à la carte qui peuvent concerner la mécanisation, les semences sur les plants, les intrants, les produits phytosanitaires, etc., la formation, les conseils techniques. Donc le deal, c'est gagnant-gagnant. Et il y a un certain nombre de segments EcoPlus, parce qu'aujourd'hui, les potentiels exploitants en dehors, je dirais des mamans que je vous ai citées tout à l'heure et des très gros exploitants, entre eux, il y a vraiment, c'est très hétéroclite et c'est pas du tout homogène. Donc vous allez avoir des familles, vous allez avoir des associations, vous allez avoir les PME, PMI dont j'ai parlé, mais ils ont des besoins qui sont assez différents et qui ne sont pas homogènes et pour lesquels on doit s'adapter. Donc en fonction du nombre d'hectares, en fonction des niveaux de mécanisation, on essaie de les accompagner pour arriver, c'est ce que je disais, à une agriculture rentable. Au jour d'aujourd'hui, le programme n'a pas encore été lancé concrètement sur le terrain. On attend le feu vert du PDG, mais on a déjà plus de 800 exploitants inscrits, préinscrits à ce programme et qui sont prêts à nous suivre sur l'ensemble des filières que j'ai citées en fonction de leur situation géographique. EcoPlus Cool, ça c'est un élément fondamental. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas dans la culture congolaise d'être exploitant agricole, ça n'est pas valorisé. En France, quand on voit les exploitants agricoles, on sait que quelque part ça participe au pain qu'on va trouver chez le boulanger. Donc on a d'autres réflexes. Là-bas, c'est vraiment à valoriser, à créer, et ça se passera par la rentabilité, parce que le Congolais doit percevoir qu'on peut gagner de l'argent avec l'agriculture. Derrière, il y a beaucoup de pédagogie à faire, et ça doit commencer par le terrain, ça doit commencer par la base, par les enfants. Il y a eu précédemment par le président Sassou Nguesso un programme qui s'appelait Une école, un champ, qui doit se poursuivre, parce qu'on est un peu dans cette lignée-là. Donc on travaille avec les différents ministères concernés, l'éducation nationale, du primaire, du secondaire, voire des universités, pour faire bouger aussi les choses. Il y a besoin de beaucoup d'éléments là-dessus. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation internationale du travail qui dit que la filière agro-industrie est choisie, est en 16e position seulement au niveau des universités, c'est-à-dire que ça produit très peu d'ingénieurs agronomes et ils ne sont pas forcément employables tout de suite pour qu'on arrive à vraiment utiliser leur expertise. Concrètement, aujourd'hui, nous, tout ça a vu le jour, puisqu'on distribue les produits que vous pouvez voir, sans capane, Milka, et puis bientôt les délices de la vallée du Niari, qui va être notre marque de jus de fruits. Comme je le disais, une vision déjà sur bien saturer le marché congolais sur lequel nous sommes déjà très bien connus, et puis une vision d'exportation qui est évidente sur le produit de la sous-région, comme on l'a évoqué, les ABC, etc. Cette organisation EcoPlus va sur le terrain. Ce n'est pas concentré à Brazzaville, donc il y a 12 départements au Congo. Il y aura un bureau pour 2 départements qui vont permettre de diffuser ce message, d'entretenir ces contrats,
et de mettre en place tout ce qui est nécessaire sur le terrain, commençant par la mécanisation, les semences, la distribution des plants, etc. Comme on l'évoquait précédemment, ce n'est pas les terres cultivables qui manquent, c'est l'organisation qui manque, c'est les compétences, c'est tout ce qu'on doit mettre en place. Donc nous avons un objectif très concret, puisque à 5 ans, on doit arriver, nous, à des rendements appréciables au niveau de nos usines. Donc il y a eu des dossiers distribués que vous pourrez consulter, qui correspondent tout simplement à nos capacités de production dans ces usines, et à l'aide qu'on peut attendre, en tout cas au nombre d'hectares qui seront nécessaires. Je vais vous donner un chiffre très précis. Si on prend l'arachide, on va avoir un objectif à 5 ans de 76 millions de litres à produire par an. Il va nous falloir 80 000 hectares de terres cultivables en arachide et surtout d'exploitants agricoles qui vont animer tout ça. Donc c'est des besoins qui sont très concrets. Comme vous disait M. Savou, la mécanisation n'est pas là. Donc on ne peut pas envisager par exemple de faire 80 000 hectares d'arachide si la mécanisation n'est pas là. Ce n'est pas quelque chose qui est très connu ici, mais c'est assez complexe comme matériel et c'est très coûteux. Donc c'est des choses sur lesquelles on doit avancer, où les besoins sont énormes. Il y a des déficits, des choses sur lesquelles on doit progresser, sur lesquelles les investisseurs et les aides que l'on peut avoir en partenariat croisé peuvent prendre effet, comme tout ce qui est ressources humaines, compétences. Souvent, au Congo, ça vient d'Afrique de l'Ouest, avec des Béninois, des Ivoiriens. Tout ça, c'est pareil, à un moment donné, ça doit s'arrêter et ces compétences doivent être acquises, diffusées et retenues sur le pays. Le financement est aussi quelque chose de très compliqué là-bas. EcoOil peut s'auto-financer, c'est ce qu'EcoOil a fait depuis le début de son activité. EcoOil peut capter des fonds, mais EcoOil a pour ambition de permettre aux exploitants agricoles de se développer eux-mêmes et d'être en autonomie. Quand on est français, quand on connaît le système, on sait qu'il y a la PAC, on sait qu'il y a les crédits de trésorerie, les avances sur campagne. Un exploitant français, il a à peu près 30% de sa trésorerie qui lui est versée en amont de sa récolte, garantie par les coopératives ou par les banques, sans aucun problème. Quand vous parlez de ça à un banquier au Congo, sur les banques locales, elles hallucinent. En fait, comment un système comme ça peut avancer. Donc nous, on avance et on donne de notre personne et de notre société avec EcoOil, puisque quelque part, on peut être caution vis-à-vis des banques, puisqu'on détient la production, on détient la récolte et on produit, donc ce n'est pas un problème pour nous. Et au fur et à mesure, on doit pouvoir faire avancer ça vis-à-vis des exploitations agricoles, parce que ce programme d'appui dont je parle, EcoPlus, c'est une assistance qui doit être amenée à un moment donné et qui ne doit pas trop s'installer dans la pérennité, parce qu'on doit permettre aux exploitations de se développer en autonomie, investir et donc gagner de l'argent. Voilà, donc en synthèse, ce contrat gagnant-gagnant, il est au service de tous ces exploitants, qu'ils soient existants aujourd'hui ou potentiellement en devenir. C'est le cas par exemple de tous les Congolais de la diaspora qui ont envie de retourner au pays et de faire une activité. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, il y a une opportunité qui est importante, c'est que, on pourrait dire de façon un petit peu directe, c'est qu'on met un peu la tête dans le mur au Congo dans le sens où effectivement la crise est réelle et que, à part quelques rêveurs, on peut dire qu'il y a quand même à penser à l'après-pétrole et que sans doute que l'agro-industrie et l'agriculture particulièrement, c'est une voie déjà très très importante pour avancer parce que, encore une fois, le potentiel est là et on doit vraiment susciter les intérêts pour que ça se fasse dans ce sens-là. Important de développer les marques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, au-delà de tout ça, effectivement, ces productions sont potentiellement sur des marchés très très importants de la sous-région. Et donc, tout ce programme aura des conséquences. Il a déjà des conséquences importantes, puisque 2013, c'était rien du tout, EcoOil. Aujourd'hui, c'est plus de 1400 emplois. Et sans doute que ce sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'emplois à terme, parce que vous imaginez une entreprise qui est sur toute la chaîne de valeur, en amont, avec les productions agricoles, jusqu'à la commercialisation, le marketing, la qualité, la logistique, le transport. Voilà, donc c'est à accompagner, donc il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup d'attentes, et il y a sans doute des opportunités pour des investisseurs qui peuvent accompagner dans des cadres organisés, comme le disait M. Savou, et très clair, et puis, je dirais, dans des partenariats qui peuvent être même décidés à la carte. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, moi, ce sont des gens que je peux rencontrer dans différents domaines, que ce soit par exemple sur les plants, les semences,
tout ce qui est intrants, etc., ou dans les conseils, dans l'irrigation. Vraiment, on est capable de monter des projets à la carte et d'avoir aussi des contrats gagnant-gagnant pour je dirais, l'intérêt croisé de chacun. Voilà. Merci en tout cas de votre attention. Merci. Un quart d'heure, peut-être moins, pour M. Mobali Banda, directeur départemental du tourisme de Brazzaville, sur le thème de l'écotourisme au Congo. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Ceux qui m'ont précédé ont parlé du tourisme au Congo. Mais je voulais dire que le tourisme, c'est d'abord, je voulais rappeler que le tourisme, c'est la beauté, c'est l'esthétique, c'est l'amour. Et la nature généreuse du Congo nous offre tout cela. Et c'est ce qui constitue les atouts pour un développement touristique, surtout de l'écotourisme et du tourisme d'aventure d'avenir. Bon, nous croyons que le Congo-Brazzaville est une future destination d'écotourisme. Parce que les potentialités offertes par la nature sont de grandes valeurs touristiques. Déjà, avant de développer des infrastructures dans les sites recensés dans le pays, le Congo-Brazzaville est considéré comme une destination touristique. Je me rappelle dans une réunion, quelqu'un m'avait posé la question à l'étranger, est-ce que le Congo est une destination touristique? Moi, je lui pose la question, je dis, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous me posez cette question? Je dis, non, est-ce qu'il y a des hôtels là-bas? Est-ce qu'il y a des bons hôtels? Est-ce qu'il y a du bon transport? J'ai dit, mais vous connaissez ce qu'on appelle le tourisme d'aventure, monsieur? J'ai dit, oui. Vous savez combien d'agences de voyage d'aventure existent dans le monde aujourd'hui? Il dit non. Je lui dis le nom. Et je lui dis, le Congo est déjà, avant d'être développé en infrastructure touristique, est déjà une destination touristique. Déjà. Par le biais du tourisme d'aventure. Qui parmi nous ici ne rêverait pas d'aller aujourd'hui, sans lodge, sans campement moderne, de se retrouver dans une des rivières du Congo, dans la forêt, en train de naviguer, simplement, sans pagaie, ou pagaie à la pagaie, et regarder des tas de chimpanzés en train de fester sur un arbre, juste au-dessus de vos têtes, qui ne seraient pas ravis de se retrouver dans un sentier, parce que dans la forêt, ce sont les sentiers des animaux qu'on suit quand on fait de l'exploration touristique ou de l'expédition touristique. Qui ne rêverait pas parmi nous, parmi vous, de se mettre à 0 mètre d'un dos argenté, préoccupé à manger derrière un arbre devant une termitière pendant que vous venez de l'autre côté. Et vous détalez, le dos argenté détale. Qui ne rêverait pas de se retrouver dans une telle aventure? Et c'est ça le tourisme d'aventure. C'est d'abord ça. Maintenant, le gouvernement congolais y croit. Moi, personnellement, j'y crois. Le ministère du Tourisme et de l'Environnement du Congo y croit. Parce que les potentialités naturelles sont énormes. Énormes. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont la chance d'avoir ce que nous avons dans ce pays en termes de préparation naturelle du tourisme, du développement touristique. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort, un important effort, dans la construction des routes, la construction des aéroports. Et quand vous voyez la carte du Congo, du nord au sud, vous avez des aéroports de classe internationale et semi-internationale. À Brazzaville, vous avez un aéroport de classe internationale. À Pointe-Noire également. À Ouesso, aujourd'hui, le point de chute des touristes au nord du Congo, pour les deux parcs les plus importants du pays, le Nwabale Ndoki et le parc de Zala-Kokwa, il y a un aéroport. Donc, il y a des possibilités d'aller de n'importe où pour descendre donc, à Pointe-Noire, à Ouesso, à Brazzaville, pour faire du tourisme. Et Brazzaville et Pointe-Noire constituent les portes d'entrée les plus importantes aujourd'hui au pays. Parce qu'il y a tout. Il y a des hôtels à Brazzaville, à Pointe-Noire, qui peuvent recevoir des touristes. Pour un début. Ensuite, en continuant par rapport au prix touristique qui va augmenter, on continuera à construire d'autres hôtels.
j'ai dit que les routes existent, qui amènent vers les lieux, les attractions touristiques. Il reste qu'à faire des bretelles, ce qu'on appelle les pistes touristiques, et l'État est prêt à accompagner tout investisseur sur les sites désignés de développement touristique phares, immédiatement pendant le début de l'investissement, de commencer à construire les pistes pour venir sur les lieux à visiter. C'est pour cela que nous croyons que demain, le Congo sera le Congo-Brazzaville sera une vraie destination de l'écotourisme, une destination du tourisme d'aventure, une destination du tourisme communautaire, parce que ce qui se passe dans les villages, vous avez des populations autochtones avec qui vous pouvez partager leur vie. Mais est-ce que ça ne vous intéresserait pas, mesdames, messieurs, messieurs les ministres, messieurs les députés, d'aller assister à la cueillette, je ne sais pas si on parle de cueillette ou récolte, de miel par les populations autochtones avec des brèches allumées sur les feuilles non mortes pour dégager la fumée. Qui ne voudrait pas assister à ce genre d'activité? Qui n'aimerait pas faire la pêche à la nasse avec les femmes de nos villages, avec les femmes de nos contrées éloignées? C'est de partager ça. Ça, on n'est pas à le faire. Mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement a pensé qu'il faut, par la voie d'une stratégie nationale de développement touristique durable, de commencer par des projets précis, dans le but d'arriver à faire éclore le tourisme, l'écotourisme. On a donc élaboré, d'abord autour des grandes villes, des grandes portes d'entrée, dans Brazzaville et Pointe-Noire, des projets pour viabiliser le séjour des touristes qui arrivent. Et c'est pour cela qu'à Brazzaville, il y a un projet de construction d'un centre d'accueil. Sur les cataractes. Sur les cataractes. Ah, vous savez. Oh, mais quel beau site. C'est pas possible. Vous l'avez vu, les cataractes? Oui. Oh là là. Mais il faut faire le commentaire, monsieur. Des deux côtés. Oh là là. Mais je ne sais pas, il me manque les mots pour qualifier ce site. Le président, il connaît le site. Donc, on veut développer là-bas, sur le confluent de la rivière Djoué, sur le fleuve Congo, ou sur le Djoué, vous avez les cataractes même, qui peuvent permettre de faire le sport comme le yachting, tout ça. Et vous avez les rapides du fleuve Congo, là où le fleuve Congo s'arrête d'être navigable. Et vous allez vous prolonger sur les rochers. Je ne sais pas, sur les rochers. Et vous avez cette masse d'eau-là, 40 à 50 000 mètres cubes en train de tomber en rapide de rencontre. Mais c'est merveilleux, ça. Bon, demain, on va au Congo. Et on a besoin d'investir sur ce site pour améliorer les conditions, l'agréabilité des visiteurs du Congo. Il s'agit de construire là-bas un hôtel, des restaurants, des bars, des casinos, des pistes de promenade sur les cailloux vers l'île au diable. Mais il n'y a pas de diable là-bas. Les diables, c'est les chauves-souris. J'ai fait l'enquête. Et personne n'y a jamais été. Même pas nous. Personne. Mais on attend cet investissement-là. Il est important pour nous, pour les prochains visiteurs de Brazzaville. À Pointe-Noire, à Brazzaville d'abord, il y a un autre site qui a été prévu. La façade la façade de Brazzaville, la façade fluviale de Brazzaville. Non, je crois que c'est resté plus haut. Je dois revenir en arrière? Oui, là. Non, là, on devrait. Non, après. La photo près. Voilà, là. Et vous voyez, ça c'est une partie de la façade fluviale de Brazzaville. Là où vous voyez les herbes, au bord de l'eau, cette zone est destinée à connaître un développement touristique. Sur cette zone de 500, la façade elle est longue de 22 km. On a voulu commencer par cette partie. Parce qu'il y a le prolongement de la corniche jusqu'au
au Cataract, qui est l'autre site dont on a parlé auparavant. Et là, on va développer sur cette partie de la façade fluviale de Brazzaville la construction de boutiques, de casinos flottants, d'embarcadères de pêche pour les pêcheurs des poissons du fleuve Congo. On va former un marché. Et il y aura une aire de stockage des bateaux, de petits bateaux de plaisance. Il y aura là un amphithéâtre à ciel ouvert pour les spectacles. Et c'est en zone. Et les investissements sur ce terrain sont à partager. Peut-être que tout le monde ne peut pas faire tout ce qui est prévu là. Et les investisseurs peuvent prendre des portions de cette partie d'investissement pour agrémenter le séjour des touristes à Brazzaville et pour le plaisir des habitants de Brazzaville et des résidents de Brazzaville. Il y a un autre projet, toujours dans le but d'arriver à un développement touristique, de l'écotourisme. Il y a un projet au chute de l'Fulakari, qui est à 85 km de Brazzaville. Et il s'agit là de construire un petit hôtel et un petit restaurant capable de recevoir tous ceux qui chercheraient la détente, le dépaysement, qui voudraient découvrir l'ampleur de ces chutes-là à partir de Brazzaville. Ça peut se faire on pourrait le faire en aller-retour la journée, ou on peut y passer la nuit à partir du moment où on a un hôtel et un restaurant sur place. Donc voilà l'objet d'investissement sollicité sur ce site. Un autre site, tout ça sont les sites autour de Brazzaville. C'est le site qui comprend la petite réserve, la réserve de l'Infini, à 150 km de Brazzaville, le petit lac bleu que vous voyez là, l'orphelinat des bébés gorilles à Lessio, et les gorilles qui ont grandi, qui ont été réinsérés dans la nature. Donc c'est un ensemble de petits projets où il faut construire un petit loge au village Ma, qui est à 12 km du lac bleu, et à 17 km du site des gorilles, avec une possibilité de navigation sur la rivière L'Infini jusqu'à la route nationale numéro 2 à Mbouabé. Alors à Mbouabé, il faut construire un gîte d'État. Voilà en quoi consiste ce projet de lac bleu, les Soluna. Je voudrais que tout cela vous intéresse, mesdames et messieurs. On a posé la question tout à l'heure, on dit, mais la question fondamentale au début de cette enquête était pourquoi investir au Congo maintenant? Mais pourquoi pas demander aux Français, aux amis français d'investir maintenant au Congo? C'est la question. Pourquoi ne viennent-ils pas investir? Nous sommes venus vous chercher tout cela. Nous voulons que vous interrogiez l'importance de ces projets. Il y en a plusieurs. À cela, il faut ajouter les projets des 4 parcs nationaux, dont 3 au nord du pays et 1 au sud du pays, à Konkwati-Douli. Là où il y a les chimpanzés, les tortues marines qui partent de l'Amérique latine pour venir faire sur nos plages. À Nandalen-Doki, à Odzala Kokwa et à Ntoku Pikunda, c'est le même écosystème. Où vous avez le même type d'attraction. Les grands mammifères. En commençant par les grands singes, le gorille, le chimpanzé, les grands antilopes comme le bongo, le sitatunga, et il y a les buffles de forêt, les éléphants de forêt, sans compter de multitudes de reptiles et plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux. Dans ces parcs, en dehors du parc de Ozala Kokwa, il n'existe aucune infrastructure capable de rendre le séjour des touristes viable. Mais les bails, c'est-à-dire les clairières en forêt où se rassemblent les animaux matin, midi et soir, existent de manière naturelle. Il faut faire quoi? Il faut faire une petite case où les gens peuvent arriver au bord de bail et regarder les animaux
pendant leurs heures de repas. Ensuite, à Nambale Ndoki, à Konkwati, sur la côte polonaise, il n'existe aucune infrastructure touristique. Je vous invite à regarder cette question, à venir investir. Vous savez que ce serait important pour vous de croire, comme le monde entier le sait, que le tourisme, dans le secteur du tourisme, produit près de 2 emplois sur 10 produits dans le monde. Mais soyez fiers de venir produire ces emplois au Congo en investissant dans ces domaines. Oui, la richesse est là. Nous vous attendons. Merci beaucoup. Merci pour ces propos passionnés. Alors il nous reste un dernier intervenant qui est M. Martin Galissan, qui va nous parler des autres possibilités d'investissement et qui est directeur des études et recherches de l'API. Donc sur les secteurs du bois, sur les secteurs des nouvelles technologies, du commerce, de l'industrie et des transports. Voilà, c'est de moi qu'il s'agit. Merci bien pour la parole, Président. Alors là aussi, il y a même punition, si vous pouvez réduire un peu pour qu'il y ait des échanges avec la salle. Oui, on va essayer. Si, on va réduire. Et donc, merci pour la parole, Président. Donc, voilà, après ces propos, combien bienfaisants, en tout cas, notre thème est finalement justifié. Congo-Brazzaville, c'est terreau fertile pour les investissements et terre d'opportunités plurielles. Voilà. Vous aurez tout compris, ce sont les 2 grandes parties de notre intervention sur lesquelles nous allons interagir ensuite. Nous disons terreau fertile pour notre pays, le Congo, tout simplement. L'exemple en a été donné et c'est le point qui va suivre. L'un des éléments qui milite en faveur de cette assertion, c'est la présence française. La présence française qui est au combien bien notable, elle est remarquée et remarquable parce qu'il y a de grandes entreprises de renom dans tous les secteurs d'activité. Oui, les Français, nos amis français sont bien présents, aussi bien dans l'industrie, dans toutes ses composantes, aussi bien l'extraction minière, la transformation que les services, que dans la formation, dans l'extrémité, j'allais dire des services, en passant par le transport et la logistique. Des grands noms ont été cités et vous pouvez encore le retrouver dans le diapo qui est au tableau. Donc, Bolloré, c'est bien connu. Ensuite, un autre élément qui peut justifier le fait que le Congo est véritablement un terreau fertile pour les investissements, c'est que nous avons ce que les investisseurs recherchent la plupart du temps, nous offrons la sécurité, non seulement des investissements, mais aussi des investisseurs. J'en veux pour preuve donc l'article 1er de notre charte des investissements qui prône la liberté d'entreprendre. Quand on cherche dans la Constitution, si ma mémoire ne me trompe pas, on peut retrouver cela aussi à l'article 148. Donc, venez au Congo, vous avez la liberté totale de pouvoir entreprendre, c'est garanti. Et je dirais même plus, nous sommes un pays où il fait bon vivre, parce qu'on y va et on y revient sans problème. Il y a cette facilité d'aller et venir pour les biens et pour les personnes. C'est une chose qui n'a jamais été suffisamment dite, même pas mesurée. C'est pour ça que nous insistons là-dessus. On parle du doing business et autres indicateurs, mais ça, je ne connais pas un indicateur qui mesure cette chose-là. Et ça, nous le vivons au quotidien avec des investisseurs qui témoignent de ce que, quand ils sont au Congo-Brazzaville, ils sont chez eux. Ils ont la liberté d'être dehors jusqu'à des heures nues. Ça, c'est le dernier témoignage que j'ai eu d'un partenaire chinois qui me disait, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, que je ne citerai pas, il a dit qu'il ne pouvait pas sortir au-delà de 21h. Par contre, à Pointe-Noire, où il a été jusqu'à minuit. Je dis, encore, vous avez oublié d'autres points. Si vous étiez chez Gaspard, peut-être ce serait beaucoup plus que minuit. Donc, la liberté d'aller et venir est une chose qui n'est pas mesurée, mais que nous vivons au quotidien. Alors, donc, ça, c'est une chose, sécurité des personnes et des biens, des investissements, mais aussi, du point de vue institutionnel, nous disons que nous sommes un État parti à l'OADA, qui est l'organisation africaine pour l'harmonisation du droit. Et le fait que nous appartenons à cette institution garantit totalement vos investissements pour la simple raison qu'en dehors de la Cour commune, donc d'arbitrage au niveau de l'OADA, il existe, si vous voulez, un moyen, donc en dehors de la Cour de justice en tant que tel, il existe un moyen de faire de l'arbitrage toujours au niveau de l'OADA. Et aussi, nous sommes membres de l'AMJ, donc l'agence multilatérale pour la garantie des investissements. Le CIRDI aussi, ça ce sont des institutions au niveau international qui peuvent vous rassurer
vous, les investisseurs étrangers, vous, porteurs des idéaux que nous appelons de tous nos voeux, parce que quelquefois, on ne fait pas confiance aux tribunaux nationaux, mais là, nous avons des exemples. Je pense à la cimenterie de l'UTT qui, autrefois, avait eu un problème avec l'État congolais. Eh bien, ils ont esté au niveau de la Syrie et le problème a été tranché en faveur de cette cimenterie-là à l'époque. Voilà, c'est autant de garanties que nous offrons pour que vous n'ayez pas peur de venir investir au Congo. Voilà, donc un autre élément qui milite en faveur donc, de ce que le Congo est un terreau fertile pour les investissements, c'est aussi des projets porteurs, des projets promoteurs que porte l'État, mais pour lesquels il est aussi fait allusion aux investisseurs privés pour aider à porter ces projets donc, qui sont d'une certaine ampleur par l'État. Je pense là à la zone économique spéciale. J'ai dit zone économique spéciale, il y en a 4, je vais m'attarder sur une. Les zones économiques spéciales, rapidement, il y en a 4. Par vocation, on en trouvera une. Je parle futur parce que ce n'est pas encore le cas. On va en trouver une à Ouesso, au fin fond du pays, du Congo, parce que celle-là est dédiée au bois et transformation du bois. Au milieu du pays, si je peux dire, ça va être l'agroalimentaire, l'agriculture et l'agroalimentaire, donc au Yo-Olomoa, à cheval sur 2 départements, à Brazzaville, les matériaux de construction, et à Pointe-Noire, sur laquelle je veux m'attarder, c'est beaucoup plus tout ce qui tourne autour de la transformation, de la valorisation du pétrole, du gaz et les industries manufacturières, dont l'industrie du papier. Alors donc sur cette zeste de Pointe-Noire, je disais que c'était un projet phare pour le gouvernement du Congo au jour d'aujourd'hui, mais j'en profiterai pour rassurer et surtout pour porter l'information à nos investisseurs français. Et cela, je le dis, par rapport au dernier entretien que j'ai eu avec les amis du service économique de l'ambassade de France, qui, quelque part, étaient en train, un petit peu comme d'hésiter pour dire pourquoi vous réservez les aides aux Chinois tout simplement. J'ai dit à mon interlocuteur, j'étais très bien placé pour vous en parler, parce que j'ai eu la chance de participer quand même à un séjour en Chine dédié aux aides. Et je peux vous dire que ce sont les Chinois eux-mêmes qui nous ont enseigné de ce que la ZES ne doit pas être une colonie. Donc cela étant, tous les investisseurs sont les bienvenus. Dans un premier temps, je vous l'accorde, la viabilisation, la valorisation en termes de viabilisation des terrains, ça revient aux Chinois, c'est un secret originel. Le COEDI qui est là, il était récemment encore à Brazzaville, pour finaliser les études de faisabilité d'un pont d'une route de 15 km qui devrait relier le pôle à la zone économique spéciale. Donc le COEDI d'Iliès, c'est une structure chinoise, une entreprise qui existe depuis 2016, mais qui a pour vocation de valoriser, de viabiliser, de réaliser des infrastructures pour la Chine, et c'est un petit peu le bras technique et financier du Fonds sino-africain, qui est essentiellement donc le financier de cette ZES. Donc, vu sous cet angle, oui, la Chine est là comme développeur, mais ensuite, quand ils auront fait tout ce qu'il y a à faire pour viabiliser la zone, eh bien, la porte est grandement ouverte, si je puis dire, pour les autres investisseurs, parce qu'ils ne pourront pas tout faire. Donc voilà pourquoi nous avons mis ces 2 slides. Le premier slide concernait la planification, juste pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, voilà un petit peu l'état de la planification, parce que ça commence par là, telle qu'elle est déposée sur la table du gouvernement congolais, faite par nos partenaires chinois, et donc le gouvernement doit se prononcer sur ce volet technique de la zone économique spéciale, pour lequel il y a des industries lourdes tout à fait à l'ouest, au milieu ça va être les industries légères, et en jaune ça sera des appartements, j'allais dire, c'est le côté ville, parce qu'il faut dire que la zone économique spéciale, elle conjugue les fonctions industrielles, commerciales, portuaires et aussi urbaines, donc ça va être, les gens vont habiter là-bas. Voilà, donc ça c'est l'état de la planification, ça c'est ce que ça devrait être à la fin, mais entre-temps donc, nos amis français comme investisseurs de tous bords sont les bienvenus, parce qu'en plus, il y a des mesures spécifiques, parce que la zone économique spéciale, elle est aussi spéciale parce qu'elle prend des mesures d'encouragement spécifiques. C'est le cas pour le développeur qui, lui, va bénéficier d'une exonération jusqu'à 15 ans. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi ça c'est pour les mesures phares. Le reste, vous pourrez le retrouver dans notre site. J'en profite pour vous dire www.guide.org.congo. Donc ça, c'est un guide qui a été élaboré avec la CNUSET, sur lequel vous pourrez voir l'ensemble des mesures. Donc, ici, ce sont les mesures phares qui vous incitent à venir investir